Je m'appelle Chloé Dubois, j'ai 28 ans, et je n'oublierai jamais le moment où je suis entré en boitant dans cette salle d'audience de Lyon, le son de mes béquilles résonnant sur le sol poli. Mon cœur battait la chamade alors que je faisais face à ma famille, assise là, d'un air suffisant, pensant qu'ils avaient déjà gagné. Mais leurs yeux se sont écarquillés quand ils m'ont vue vivante, debout et digne, malgré la douleur qui me transperçait la jambe. Pourtant, c'est la femme à mes côtés qui a fait bondir mon père de son siège, le visage blême, tandis qu'il s'écriait « Oh mon Dieu, c'est elle !» La salle entière s'est figée. Il pensait avoir enterré mon avenir dans ce lit d'hôpital où j'avais été laissé seul dans le coma, abandonné comme si je n'étais rien. Il croyait pouvoir voler tout ce pour quoi j'avais travaillé, un contrat de 9 millions d'euros, l'accomplissement de ma vie. Mais ils avaient tort. Si c'était vous, les feriez-vous payer ou leur donneriez-vous une chance de réparer les choses? Commentez ci-dessous et débattons-en. Tout a commencé des mois avant cette confrontation au tribunal. Je venais de sortir d'une tour de bureau moderne de Lyon, les mains tremblantes alors que je serrais le contrat signé. 9 millions d'euros. Mon algorithme d'intelligence artificielle, une percée dans le diagnostic médical, m'avait valu un accord avec une grande société de soins de santé. Des années de nuit blanche, de codage sans fin et de dépassement des doutes avaient porté leurs fruits. J'avais 28 ans, j'étais une ingénieure en logiciel au sommet de ma carrière, et j'avais hâte de partager la nouvelle avec ma famille. J'ai conduit jusqu'à notre maison de banlieue, le cœur battant de fierté, imaginant leur visage s'illuminer. Je me trompais. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, ma sœur était là, assise à la table de la cuisine, les yeux plissés. Elle avait 32 ans, chef de projet dans mon entreprise, toujours impeccable, toujours en contrôle. Mais ce jour-là, quelque chose n'allait pas. J'ai brandi le contrat en souriant et j'ai dit, je l'ai fait. 9 millions d'euros pour mon algorithme. Ses lèvres se sont contractées, non pas en un sourire, mais en une grimace. Ton algorithme, lança-t-elle sèchement. Tu veux dire celui que je supervise? Celui que j'ai fait approuver en réunion? Sa voix suintait le venin, et je me suis figé. J'avais toujours su qu'elle était compétitive, toujours l'enfant chéri qui recevait les éloges de nos parents pendant que je me battais pour des miettes d'approbation. Mais c'était différent. C'était de la rage. J'ai essayé d'expliquer que l'algorithme était mon travail, mon code, mes nuits blanches. Elle s'est levée, sa chaise raclant le sol, et s'est approchée. Tu te crois meilleur que moi, n'est-ce pas, siffla-t-elle. J'ai reculé, les mains levées, essayant de la calmer. Il ne s'agit pas de toi, dis-je, la voix tremblante. Mais elle n'écoutait pas. Nous étions maintenant en haut des escaliers, nous disputant, son visage à quelques centimètres du mien. Tu n'es rien sans moi, cracha-t-elle, puis, en un éclair, ses mains ont poussé mes épaules. J'ai trébuché, mon pied a manqué une marche, et le monde a tourbillonné tandis que je tombais. Une douleur a explosé dans ma tête, mon corps s'est écrasé sur les marches en bois, puis ce fut le noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans un lit d'hôpital, le bip des machines remplissant le silence. Ma tête me lançait, ma jambe était douloureuse, et la voix d'une infirmière a percé le brouillard. Vous êtes réveillé, dit-elle doucement. J'ai cligné des yeux, essayant de rassembler mes esprits. Combien de temps ai-je croassé? 2 semaines, répondit-elle, ses yeux aimables mais réservés. 2 semaines dans le coma. J'ai demandé des nouvelles de ma famille, de ma sœur, de mes parents. L'infirmière a hésité, puis a dit, personne n'est venu. Vos parents ont appelé une fois au début, mais ils ne sont pas venus. Ma poitrine s'est serrée. Je m'attendais à ce que ma sœur reste à l'écart après ce qu'elle avait fait, mais mes parents? Je pensais à mon père, toujours distant, et à ma mère, prenant toujours le parti de sa fille préférée. Ont-ils dit quelque chose, ai-je demandé, redoutant la réponse. L'infirmière a détourné le regard. Ils ont dit que vous l'aviez bien cherché, que vous leur aviez fait honte. Je suis resté là, à fixer le plafond, les mots me blessant plus profondément que la chute. Mes propres parents me rejetaient comme si je n'étais rien. J'ai repensé au contrat, mon moment de triomphe maintenant souillé par la jalousie de ma sœur. Elle ne m'avait pas seulement poussé dans les escaliers, elle avait essayé de m'effacer. Et mes parents, les personnes qui auraient dû être à mon chevet en train de prier pour moi, m'avaient tourné le dos. J'ai serré les poings. La douleur dans mon corps n'était rien comparée à la trahison dans mon cœur. Au fil des jours, mon isolement s'est alourdi. La chambre d'hôpital ressemblait à une cage,
ces murs se refermant sur moi alors que j'étais allongé là, mon corps endolori par la chute. Personne de ma famille ne s'est présenté. Ni mes parents, ni ma sœur. Je n'arrêtais pas de jeter un œil à la porte, espérant que quelqu'un se soucie de moi, mais elle restait fermée. Les infirmières se déplaçaient en silence, leur routine un flou, et j'étais laissé seul avec mes pensées, ressassant la douleur de la trahison de ma famille. J'avais toujours été l'intruse à leurs yeux, éclipsé par le charme de ma sœur. Mais leur absence me blessait maintenant plus que jamais. Je me demandais s'ils savaient même que j'étais réveillé, ou s'ils s'en fichaient tout simplement. Un matin, ma sœur est apparue sans prévenir. Elle se tenait au pied de mon lit, les bras croisés, un sourire narquois déformant son visage. « Tu t'accroches encore à la vie, hein » dit-elle, sa voix sèche et froide. « Tu retardes tout le monde, tu sais. » Une douleur a jailli dans ma jambe alors que j'essayais de bouger, la foudroyant du regard. « Pourquoi es-tu ici » ai-je demandé, la gorge serrée. Elle s'est penchée plus près, les yeux brillants. « Juste pour m'assurer que tu restes hors de mon chemin, » dit-elle, puis elle s'est redressée et est sortie. Ses pas ont résonné. Ces mots n'étaient pas seulement cruels, ils portaient un poids, comme si elle gardait un secret. J'ai serré le drap, ma colère bouillonnant. Elle ne se moquait pas seulement de moi. Elle préparait quelque chose. Plus tard cette semaine-là, ma meilleure amie s'est glissée dans la chambre, le visage empreint d'inquiétude. Elle m'a serré doucement dans ses bras, en prenant soin de ne pas heurter mes blessures, et s'est assise à côté de moi. « Je me suis battue pour te voir » dit-elle à voix basse. L'hôpital m'a tenu à l'écart jusqu'à maintenant. J'ai ressenti une vague de soulagement, sa présence étant une bouée de sauvetage dans cet endroit solitaire. Puis elle a lâché une bombe. « Ta sœur a parlé au travail » dit-elle, les yeux plissés. Elle dit à tout le monde qu'elle reprend ton contrat de 9 millions d'euros, agissant comme si c'était le sien. Mon estomac s'est noué. Mon algorithme, celui que j'avais construit à partir de rien, était revendiqué par elle. Elle dit que c'est elle qui a tout rendu possible, a ajouté ma meilleure amie, la voix tendue de dégoût. La prise de conscience a été brutale. Ma sœur ne se contentait pas de jubiler. Elle essayait de voler mon héritage. Cette nuit-là, j'ai attrapé mon téléphone, grimaçant alors que mes doigts tâtonnaient sur l'écran. Je devais vérifier mon compte en banque, dans l'espoir de couvrir une partie des frais d'hospitalisation et de reprendre un semblant de contrôle. L'application s'est chargée, et une alerte rouge a clignoté, compte gelé. Mon cœur s'est emballé. J'ai appelé la banque, la voix tremblante, et les mots de la représentante m'ont glacé le sang. Une ordonnance du tribunal a gelé vos fonds, dit-elle. Elle cite des inquiétudes quant à votre capacité à les gérer. Capacité ? Je venais de me réveiller d'un coma, luttant pour survivre, et quelqu'un essayait de me dépeindre comme incompétente. La visite de ma sœur, sa confiance suffisante et ses vantardises au travail se sont mises en place. Tout commençait à avoir un sens. Ce n'était pas seulement de l'abandon. Une semaine plus tard, un inconnu est entré dans ma chambre d'hôpital. Il s'est présenté comme mon avocat, un homme d'une trentaine d'années avec des yeux vifs et une voix calme. Il portait un dossier épais, son expression sérieuse alors qu'il s'asseyait à côté de mon lit. « Je suis ici au sujet de votre contrat » dit-il, en faisant glisser une pile de papier vers moi. Mon cœur s'est accéléré pendant que je parcourais les documents. C'étaient des formulaires juridiques, tamponnés et officiels, me déclarant incapable de gérer mes propres affaires. Ma signature était griffonnée en bas, mais je n'avais jamais signé cela. Ceux-ci ont été déposés pour transférer votre contrat de 9 millions d'euros, dit-il, son ton calme mais sinistre. Quelqu'un essaie de tout prendre. J'ai agrippé les papiers, mon esprit tourbillonnant. Le sourire narquois de ma sœur lors de sa visite à l'hôpital m'est revenu en mémoire. Cela portait sa signature. J'ai demandé à mon avocat comment il m'avait trouvé. Il a expliqué qu'un collègue de mon entreprise, inquiet de mon absence, l'avait engagé pour enquêter. L'ordonnance du tribunal gelant votre compte en banque n'était que le début, dit-il, en tournant une autre page. Ces documents prétendent que vous êtes inapte au travail en se basant sur vos dossiers médicaux. Je les regardais fixement, l'incrédulité se transformant en effroi. Mes dossiers médicaux ? J'étais à peine réveillé depuis une semaine, et quelqu'un était déjà en train de réécrire mon histoire. Mon avocat s'est penché en avant, sa voix basse. Nous devons creuser davantage, mais cela semble délibéré. J'ai hoché la tête, ma colère montant.
Ma sœur ne se contentait pas de voler mon contrat, elle essayait d'effacer ma compétence, mon identité. Cet après-midi-là, une médecin est venue me voir. Elle avait la quarantaine, son visage était aimable mais résolu, et elle s'est présentée comme celle qui avait supervisé mes soins. J'ai trouvé quelque chose d'inquiétant, dit-elle, en affichant mon dossier sur une tablette. Vos dossiers médicaux ont été modifiés après votre admission. Mon souffle s'est coupé. Elle a montré des entrées indiquant une sédation prolongée et des problèmes neurologiques exagérés, dont aucun ne correspondait à mon rétablissement. Quelqu'un a ajouté cela pour faire croire que vous ne vous réveilleriez jamais, dit-elle, ses yeux rencontrant les miens. C'est pourquoi l'ordonnance du tribunal est passée si vite. J'ai senti un frisson. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de me maintenir hors jeu, de manière permanente. Alors que j'étais allongé là, les pièces ont commencé à s'assembler. Ma sœur avait toujours été autoritaire, depuis notre enfance. Je me souvenais d'elle à 6 ans, arrachant ma poupée préférée et la revendiquant comme sienne, souriant narquoisement tandis que nos parents la félicitaient d'être affirmée. À 10 ans, elle était passée maître dans l'art de détourner leur attention de moi, les convainquant que j'étais le problème chaque fois que je prenais la parole. Adolescente, elle manipulait toutes les décisions familiales, des plans de vacances à qui obtenait la plus grande chambre, me dépeignant toujours comme l'égoïste. Mes parents ne l'ont jamais remise en question. Ils adoraient sa confiance, son charme. J'avais passé des années à essayer de faire mes preuves, à construire mon algorithme d'intelligence artificielle pour montrer que j'étais plus que son ombre. Mais maintenant, elle avait franchi un nouveau cap, orchestrant un plan pour me dépouiller de tout ce que j'avais gagné. J'ai regardé mon avocat, puis la médecin, leur visage ferme et déterminé. Ils croyaient en moi, même quand ma propre famille ne le faisait pas. Les documents falsifiés, les dossiers modifiés, c'était l'œuvre de ma sœur, avec mes parents fermant probablement les yeux, comme toujours. J'ai pensé à ces vantardises au travail, à ces mots cruels à l'hôpital. Elle pensait avoir gagné, que je resterais brisé, mais elle m'avait sous-estimé. J'ai rendu les papiers à mon avocat, ma voix ferme. Nous allons nous battre, ai-je dit. Il a hoché la tête, une étincelle dans les yeux. La médecin a promis de documenter chaque incohérence dans mes dossiers. Je ne me battais pas seulement pour mon contrat. Je me battais pour ma vie. Déterminé à riposter, j'ai pris une mesure audacieuse. Encore faible, mais alimenté par la colère, j'ai quitté l'hôpital contre avis médical et j'ai organisé une rencontre avec ma sœur dans un café tranquille de Lyon. J'ai glissé un petit enregistreur dans ma poche, mon cœur battant la chamade alors que je franchissais la porte en boitant. Elle était déjà là, sirotant un café, sa posture détendue, mais ses yeux vifs. « Tu es debout, dit-elle, sont ton moqueur. Je ne pensais pas que tu y arriverais. » J'ai forcé un sourire, jouant le jeu, et j'ai posé des questions sur le travail. Elle s'est penchée en arrière, avec un sourire narquois. « Le contrat avance, dit-elle. Quelqu'un devait prendre le relais puisque tu es indisponible. » J'ai insisté, gardant une voix désinvolte. « Tu veux dire mon contrat ?» Son rire était froid. « C'est le mien maintenant. Tu n'allais pas le faire aboutir depuis un lit d'hôpital. » J'ai serré la mâchoire. L'enregistreur captait chaque mot. Elle venait d'admettre son plan pour voler mon contrat de 9 millions d'euros. De retour dans mon appartement temporaire, j'ai rencontré une détective privée que mon avocat m'avait recommandée. C'était une femme d'une trentaine d'années, vive et pragmatique, douée pour découvrir les secrets. « J'ai fouillé dans les finances de votre sœur, dit-elle, en étalant des relevés bancaires sur la table. » Mon souffle s'est coupé lorsqu'elle a montré une série de paiements, de grosses sommes virées à un collègue de mon entreprise. « Cet homme, dit-elle en tapant sur un nom, a reçu 9 000 euros du compte de votre sœur. » J'ai reconnu le nom, un collègue qui avait toujours été trop désireux de lui plaire. « Il a falsifié des documents de l'entreprise, a-t-elle ajouté, faisant croire que votre sœur était la responsable de votre algorithme. » Mon sang n'a fait qu'un tour. Elle ne se contentait pas de s'attribuer le mérite, elle payait pour réécrire l'histoire. Plus tard dans la journée, ma meilleure amie, Sophie, a appelé, sa voix urgente. « J'ai trouvé quelque chose que tu dois voir, dit-elle, en transférant une chaîne de courriels internes de l'entreprise. Je les ai ouverts, mes yeux parcourant l'écran. Dans l'un d'eux, ma sœur avait écrit à notre patron, avec Chloé absente, je prends le relais pour la remplacer. Le contrat est entre de bonnes mains. Un autre courriel se vantait de sa vision, pour l'algorithme comme si je n'avais jamais existé.
Mes mains tremblaient en lisant ces mots, chacun étant une trahison. La voix de Sophie a percé mes pensées. Elle prépare ça depuis des semaines, dit-elle. Tout le monde au travail pense que c'est une héroïne. Je l'ai remerciée, ma résolution se durcissant. Ces courriels étaient une preuve, la preuve que ma sœur essayait de m'effacer de mon propre succès. Déterminé à ne rien laisser au hasard, j'ai appelé le bureau de l'administration de l'hôpital. J'étais hanté par l'avertissement de la médecin concernant mes dossiers médicaux modifiés, et j'avais besoin de réponses. L'administratrice, une femme énergique, a confirmé mes soupçons après avoir sorti mon dossier. Il y a des preuves de modification non autorisées, dit-elle, la voix tendue. Des entrées ont été ajoutées pour exagérer votre état, suggérant que vous seriez incapable pendant des mois. J'ai demandé qui avait accès à mes dossiers. Elle a hésité, puis a admis, seulement quelques membres du personnel, mais nous enquêtons sur une demande externe qui est passée par un canal juridique. Mon esprit a pensé aux relations de ma sœur, à sa capacité à manipuler. Il ne s'agissait pas seulement du contrat. Il s'agissait de me maintenir à terre, enfermé dans un faux récit de fragilité. Avec les preuves en main, je me suis préparé au combat. J'étais assise en face de mon avocat dans son bureau de Lyon, un espace encombré de livres de droit et de dossiers. Nous constituons un dossier solide, dit-il, la voix assurée. Nous allons intenter un procès devant le tribunal de Lyon pour fraude et complot visant à vous priver de votre contrat. J'ai hoché la tête, mes doigts traçant le bord de la table, mais ma poitrine s'est serrée. Aller au tribunal signifiait affronter ma famille, les personnes qui m'avaient trahi sans une seconde pensée. Mon avocat, Maître Durand, s'est penché en avant, les yeux vifs. L'enregistrement est la clé, dit-il. Heureusement, dans un contexte de fraude comme celui-ci, la justice considère que votre conversation au café avec votre sœur est recevable. J'ai expiré, soulagé que ma manœuvre risquée tienne la route au tribunal. Il a expliqué que nous présenterions l'enregistrement ainsi que les courriels que ma meilleure amie avait découverts, montrant l'intention de ma sœur de voler mon contrat de 9 millions d'euros. Nous appellerons également la médecin qui a examiné vos dossiers médicaux, a-t-il ajouté. Son témoignage prouvera que les modifications étaient délibérées. J'ai ressenti une vague d'espoir, mais le poids de ce qui m'attendait pesait sur moi. Il ne s'agissait pas seulement de gagner. Il s'agissait de confronter la famille en qui j'avais autrefois confiance. Plus tard dans la journée, j'ai rencontré la médecin dans une salle de conférence de l'hôpital. Elle était assise en face de moi, sa posture calme, mais son expression sérieuse. J'ai préparé une déclaration détaillée, dit-elle, en me tendant un dossier. Elle confirme les modifications non autorisées de vos dossiers, des entrées ajoutées pour exagérer votre coma et suggérer une incapacité permanente. J'ai parcouru ces notes, mon cœur s'emballant. Les preuves étaient claires. Quelqu'un avait essayé de me dépeindre comme impuissante pour justifier de me priver de mes droits. Le docteur Martin a croisé mon regard. Je témoignerai de chaque incohérence, dit-elle fermement. Ce n'était pas un accident. Ces mots ont renforcé ma résolution, mais ils ont aussi remué une tempête d'émotions que j'avais profondément enfouie. En quittant l'hôpital, des souvenirs du favoritisme de ma famille m'ont submergé. J'ai revu ma sœur au dîner de famille, toujours au centre de l'attention, ces histoires faisant sourire mes parents tandis que mes réussites passaient inaperçues. Je me suis souvenu de la fois où j'avais gagné un concours de sciences à 15 ans, seulement pour que ma mère fasse l'éloge du projet artistique de ma sœur à la place. Mon père hochait la tête, qualifiant mes efforts de « non pratiques ». Leur préférence constante pour elle m'avait poussé à travailler plus dur, à construire mon algorithme, à prouver que j'étais suffisante. Maintenant, ils avaient de nouveau pris son parti, la laissant manipuler ma vie pendant que je luttais pour survivre. La douleur de leur rejet m'a frappé comme une vague, menaçant de noyer mon courage. Je me suis arrêté dans un parc près du palais de justice, ayant besoin d'air. Je me suis assis sur un banc, le froid mordant à travers mon manteau, et je me suis permis de ressentir la blessure. Je ne me battais pas seulement pour mon contrat. Je me battais pour la vérité, pour les années que j'avais passées à faire mes preuves. Le jour du procès est arrivé, et j'étais prête. La salle d'audience de Lyon bourdonnait de tension alors que j'étais assise à côté de mon avocat, les mains jointes sur mes genoux. Maître Durand s'est levé, sa voix claire et autoritaire, s'adressant au juge. Nous avons des preuves indéniables d'un complot pour escroquer ma cliente. Il a commencé par présenter l'enregistrement du café où ma sœur admettait avoir volé mon contrat de 9 millions d'euros. L'audio a été diffusé, sa voix suffisante résonnant dans la salle.
c'est le mien maintenant. Des murmures de surprise ont parcouru la galerie. Durand a poursuivi avec les documents d'entreprise falsifiés, montrant comment ma sœur et un collègue avaient falsifié des dossiers pour revendiquer mon algorithme. Je l'ai regardé de l'autre côté de la salle, son visage pâle et défiant. Ensuite, Maître Durand a présenté les relevés bancaires révélant les paiements que ma sœur avait faits à Marc, le collègue, qui était assis, raide, sur son siège. Ces transactions prouvent la collusion, a déclaré Durand, son ton inébranlable. Il a remis au juge un dossier de courriel que ma meilleure amie avait découvert, où ma sœur se vantait de me remplacer. Les preuves étaient irréfutables, chaque pièce s'accumulant contre elle. Puis, la médecin a été appelée à la barre. Le docteur Martin a parlé calmement, ses mots précis. Les dossiers médicaux ont été modifiés pour exagérer l'état de mademoiselle Dubois, a-t-elle dit, en brandissant des graphiques. De fausses entrées suggéraient une incapacité permanente, utilisée pour justifier l'ordonnance du tribunal contre elle. Les yeux du juge se sont plissés, et j'ai senti une étincelle d'espoir. La vérité se dévoilait. Ma sœur s'est levée pour se défendre, sa voix aiguë mais instable. Je protégeais l'entreprise, a-t-elle prétendu, ses yeux se tournant vers le juge. Chloé était instable, inapte à diriger. Ces mensonges étaient douloureux, mais ils se sont effondrés sous l'examen. Marc a suivi, bafouillant sa défense. Je ne faisais que suivre les ordres, a-t-il dit, en évitant mon regard. Sa faible excuse n'a fait qu'accentuer le froncement de sourcils du juge. J'ai observé mes parents dans la galerie, leur visage un mélange de choc et de déni. Ma mère s'est agrippée au bras de mon père, ses lèvres tremblant. Mon père regardait droit devant lui, son attitude froide habituelle se fissurant. Ils avaient cautionné ma sœur pendant des années, mais maintenant leur complicité était mise à nu. Maître Durand m'a appelé à témoigner. Mon cœur battait la chamade alors que je prenais place à la barre, face à la salle. J'ai parlé de mon algorithme, des années de travail que j'y avais consacrées, et de la trahison d'avoir été poussé dans les escaliers. J'ai décrit mon réveil à l'hôpital, abandonné par ma famille, et la découverte de leur complot pour me dépouiller de tout. Ils pensaient que je garderais le silence, ai-je dit, ma voix stable malgré la douleur dans ma poitrine. Mais je suis ici pour la justice. La salle d'audience était silencieuse, le poids de mes mots s'installant. Ma sœur m'a foudroyé du regard, sa confiance s'estompant. Mes parents ont détourné les yeux, incapables de croiser mon regard. Pour la première fois, j'ai senti le rapport de force s'inverser. Le juge a délibéré, les minutes s'étirant comme des heures. Finalement, elle a rendu son verdict. Les preuves sont accablantes, dit-elle, la voix ferme. L'accusé a orchestré un plan calculé pour escroquer mademoiselle Dubois de sa propriété intellectuelle et de ses droits financiers. Elle a condamné ma sœur à 4 ans de prison pour fraude et complot. Marc a reçu 2 ans pour son rôle dans la falsification de documents. J'ai expiré, un soulagement m'envahissant, mais le juge n'avait pas fini. Quant aux parents, a-t-elle poursuivi, leur implication en cautionnant ce complot justifie une poursuite civile en dommages et intérêts. Ma mère a eu un hoquet, enfouissant son visage dans ses mains. Les épaules de mon père se sont affaissées, son autorité brisée. Quand le marteau est tombé, j'ai senti un poids se lever. La salle d'audience s'est vidée, mais je suis resté, regardant ma famille partir dans la disgrâce. Le masque défiant de ma sœur s'était fissuré, ses yeux étaient vides. Marc est sorti en traînant les pieds, la tête basse. Mes parents, autrefois si méprisants, faisaient maintenant face aux conséquences de leur favoritisme. Je m'étais battu pour ma vérité, et j'avais gagné. Le contrat était de nouveau à moi, mon nom réhabilité. Mais plus que ça, j'avais retrouvé ma force. Je suis sorti du palais de justice, le ciel de Lyon brillant au-dessus de moi, prêt à reconstruire ma vie. La justice ayant été rendue, j'ai commencé un nouveau chapitre. Je me tenais dans mon nouvel appartement, un espace petit mais lumineux avec des fenêtres donnant sur les toits de la ville. Les murs étaient nus, mais ils étaient porteurs de promesses, un nouveau départ, libre des ombres de la trahison de ma famille. J'avais pris la décision de couper tous les liens avec eux. Plus d'appels, plus de visites, plus d'espoir d'obtenir leur approbation. Ma sœur, mes parents, ils faisaient partie d'un passé dont je n'avais plus besoin. La liberté de ce choix, c'était comme respirer pour la première fois depuis des années. Les conséquences juridiques avaient été sévères. Ma sœur purgeait une peine de 4 ans de prison, son ambition réduite à une cellule. Le tribunal l'a condamnée à me verser 185 000 € en dédommagement pour les préjudices qu'elle avait causés.
Marc, le collègue qui avait été son pion, a écopé de 2 ans derrière les barreaux et d'une amende de 18 000 € pour son rôle dans la falsification de documents. Mes parents, complices par leur silence, ont été frappés par un jugement civil, condamnés à payer 70 000 € de dommages et intérêts. Leur réputation dans notre communauté s'est effondrée, leur statut autrefois fier érodé par leur propre choix. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai ressenti aucune joie dans leur chute, mais j'ai ressenti du soulagement, sachant qu'ils ne pourraient plus me faire de mal. Je voulais faire plus que reconstruire ma propre vie. La douleur d'avoir été trahi, d'avoir été laissé seul dans un lit d'hôpital, m'avait montré combien d'autres personnes pouvaient faire face à des luttes similaires. J'ai pris une mesure audacieuse, en investissant 450 000 € de mes gains contractuels dans une fondation basée à Lyon pour les victimes de violences familiales. Le fonds fournirait une aide juridique, des conseils et un logement à ceux qui fuient des familles toxiques. Lors de l'événement de lancement, j'ai parlé à une petite foule, ma voix assurée. Personne ne devrait se sentir seul dans son combat, ai-je dit, les mots portant mes propres cicatrices. La fondation était ma façon de transformer la douleur en un but, en veillant à ce que d'autres aient le soutien qui m'avait manqué. En m'installant dans ma nouvelle maison, j'ai réfléchi au parcours. Ma famille avait essayé de m'effacer, ma sœur avec ses complots, mes parents avec leur indifférence, mais leurs actions n'ont fait que me rendre plus forte. J'avais survécu à un coma, découvert leurs mensonges et les avais affrontés au tribunal. Chaque étape avait été une bataille, de l'enregistrement de la confession de ma sœur à la présentation des preuves avec mon avocat. J'avais appris que la justice ne consistait pas seulement à gagner, il s'agissait de se défendre, même lorsque les chances semblaient impossibles. Mon algorithme, ma fierté, était de retour entre mes mains, et je planifiais déjà sa prochaine phase, déterminé à le rendre plus grand que jamais. La plus grande leçon ne portait pas sur la vengeance ou le triomphe, elle portait sur l'autonomie. Pendant des années, j'avais cherché la validation de ma famille, courant après leur amour à travers des réalisations qu'ils ignoraient. Mais dans ce lit d'hôpital, abandonné et trahi, j'ai trouvé quelque chose de mieux, ma propre force. Je n'avais pas besoin de leur approbation pour connaître ma propre valeur. La ténacité m'avait porté à travers la douleur, les mensonges et la salle d'audience. Elle m'avait appris que personne ne pouvait prendre mon avenir à moins que je ne le laisse faire. En regardant Lyon, les lumières de la ville scintillant en contrebas, je savais que j'étais suffisante. J'étais prête à construire une vie selon mes propres termes, une vie où personne ne pourrait me retenir.